La comtesse sanglante. Remontons un peu plus de 3 siècles. Nous sommes en avril 1684, au Châtelet, qui est alors un des bâtiments les plus sinistres de Paris, à la fois tribunal criminel, prison et siège de la police. Le lieutenant-général Gabriel Nicolas de la Reynie dirige la police parisienne depuis déjà fort longtemps. Lorsqu'il a pris ses fonctions, Paris était un véritable coupe-gorge. Mais il a obtenu de remarquables résultats, notamment en développant l'éclairage public. Pourtant, en arrivant au Châtelet ce jour-là, le lieutenant de la Reynie est de fort méchante humeur. Il sort de Versailles, où le roi lui a fait de sévères remontrances. Et il y a de quoi. Depuis quelque temps, une trentaine de disparitions de jeunes gens se sont produites à Paris, dont beaucoup dans le quartier du Châtelet. Les efforts de la police ont été jusqu'à présent sans résultat. Le roi lui a conseillé d'agir au plus vite. Sinon... Vous m'avez demandé, monsieur le lieutenant-général ? Oui, Lecoq. Asseyez-vous. Le sergent Lecoq est un des plus anciens et les plus remarquables policiers de la Reynie. Il a environ le même âge que lui, la soixantaine. Ce n'est pas Lecoq qui s'est occupé de cette affaire, sinon elle serait peut-être déjà résolue. Que savez-vous au juste des récentes disparitions, Lecoq ? Pas grand-chose, monsieur le lieutenant-général. Il s'agit de jeunes gens, je crois. Oui, mais ce n'est pas tout. Ils présentaient la particularité d'être bien faits de leur personne. De beaux garçons, si vous voulez. Ah, une affaire de mœurs. Ce n'est pas certain. Toujours est-il que des rumeurs circulent. Des rumeurs qu'on colporte jusqu'à Versailles. Pour les uns, ce sont des juifs qui enlèvent de jeunes chrétiens afin de les immoler par la haine du Christ. Pour d'autres, il s'agirait d'une mystérieuse princesse, qui prend des bains de sang dans l'espoir de guérir d'un mal inexorable. Inutile de vous dire, Lecoq, que je ne crois ni à l'une ni à l'autre de ces versions. Le sergent Lecoq a écouté avec la plus grande attention. À part leur beauté, les victimes avaient-elles un autre point commun, une bourse bien remplie, par exemple? Non, et c'est justement là le plus surprenant. Certains étaient fort modestes, des étudiants et même des mendiants. Ils n'ont pas été tués pour leur argent, c'est un fait certain. Le sergent Lecoq fronce les sourcils. Je vous demande pardon, monsieur le lieutenant-général, mais vous venez de dire qu'ils ont été tués en étant absolument certains? Non, effectivement. Ils ont disparu sans qu'on ait pu signaler la moindre agression, retrouver la moindre trace de sang. En fait, si j'ai dit tuer, c'est que je ne vois pas d'autre hypothèse. Pourquoi garderait-on prisonniers 30 jeunes hommes entre 16 et 20 ans? Vous voyez une réponse? Non. Mais tout est si déconcertant dans cette affaire. Gabriel Nicolas de la Reynie regarde son subordonné droit dans les yeux. Désormais, c'est vous le responsable, et je veux pouvoir annoncer au roi des résultats au plus tôt. Vous avez compris? Oui, monsieur le lieutenant-général. Eh bien, je vous fais confiance. Bonne chance, Lecoq. Jean-Baptiste Léveillé, 16 ans, porte bien son nom de famille, à moins que ce ne soit un surnom qu'il ait gagné lui-même. Comment savoir? Personne ne connaît son état civil. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est parisien. Cela s'entend tout de suite à son accent, et personne ne connaît mieux que lui les moindres recoins de la grande ville. Jean-Baptiste Léveillé a été arrêté une première fois à 13 ans, alors qu'il chapardait à la devanture d'un magasin d'habits. Il était trop jeune, alors, pour être envoyé aux galères. Mais pas la seconde fois, lorsqu'il s'est retrouvé au Châtelet après avoir détroussé un bourgeois. C'est en prison que le sergent Lecoq l'a remarqué. Il avait besoin d'un auxiliaire dégourdi. Il lui a mis le marché en main. Ou les galères, ou la police. Jean-Baptiste a choisi la police. Le sergent Lecoq le soupçonne bien de jouer de temps en temps le double jeu, notamment avec ses anciens compagnons voleurs. Mais quand il s'agit d'assassins, Léveillé est sans pitié. Son flair de jeune chien de chasse, ses yeux et ses oreilles qui traînent partout font merveille. Le sergent Lecoq adresse un sourire amical à Jean-Baptiste. Il l'a fait venir dans son bureau. Oui, il sera parfait pour la mission. Avec sa frimousse de 16 ans, ses cheveux noirs bouclés, son sourire éclatant et insolent à la fois, il a tout pour jouer le rôle d'appât. « J'ai du travail pour toi, Jean-Baptiste. » L'adolescent lui lance un coup d'œil impertinent. « J'espère que c'est honnête, au moins. » Par honnête, l'éveillé veut dire qu'il ne s'agit pas de dénoncer de pauvres bougres de voleurs ou de mendiants. Rassure-toi, Jean-Baptiste, c'est tout ce qu'il y a d'honnête, mais c'est dangereux. Ah, ça me plaît. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour votre service? Porter de beaux habits. Chic. Aller dans les cabarets. Chic.
boire et manger avec l'argent que je te donnerai. Chic! Une mission comme ça, j'en veux tous les jours. Et si une personne t'aborde, la suivre. Jean-Baptiste a un air entendu. Si je comprends bien, c'est moi qui fais la chèvre. On ne te perdra pas de vue, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Alors, ces beaux habits? Le sergent Lecoq ne répond pas. Il va ouvrir la porte de son bureau et fait entrer le tailleur qui attend dans l'antichambre. Le cabaret du Chien debout est un bouge assez malfamé situé non loin de la place de Grève. Jean-Baptiste l'éveillé y entre quelques heures plus tard en titubant. Il lance d'une voix sonore. « Holà, patron! Servez-moi ce que vous avez de meilleur !» Il sort de sa poche une bourse bien remplie et la fait ostensiblement teinter. « Pour payer, c'est pas ce qui manque. J'ai de bons louis, en bon or. » Jean-Baptiste remarque quelques regards furtifs qui s'échangent à des tables occupées par des hommes aux mines douteuses. Son entrée n'est pas passée inaperçue. Une servante bien en chair vient le prendre par le bras. « Par ici, beau jeune homme. C'est la première fois qu'on vous voit, dites-moi. » Elle fait déguerpir quelques individus patibulaires afin de l'installer seul à une table. Jean-Baptiste l'éveillé réplique d'une voix forte. « J'arrive de province, je ne connais personne à Paris. » Et il s'assied, très sûr de lui. À l'autre bout de la salle, le sergent Lecoq est méconnaissable. Avec son visage grimé et ses haillons, il est entouré de 3 de ces hommes déguisés eux aussi en mendiants. Il s'inquiète quelque peu. Jean-Baptiste n'en fait-il pas trop? S'il se fait attaquer par l'un ou l'autre des malfaiteurs qui l'entourent, il sera obligé d'intervenir et tout sera compromis. La soirée avance. Jean-Baptiste l'éveillé mange et boit comme 4. Jambon, caille, poulet, gigot, arrosé de force pichets de vin. Le sergent fait de temps en temps la grimace, l'animal en profite. Mais dans le fond, il ne peut pas lui en vouloir. La seule chose à espérer est que ce ne soit pas le repas du condamné. Le sergent Lecoq redouble brusquement d'attention. La servante de tout à l'heure s'approche de Jean-Baptiste et lui murmure quelque chose à l'oreille. Aussitôt, celui-ci prend sa bourse, sort quelques pièces et se lève sans même achever son plat. Lecoq se lève à son tour, suivi de ses hommes, et se retrouve sur la place de Grève. Malgré les efforts du lieutenant général de l'Araignée, les zones d'ombre l'emportent largement sur les endroits éclairés, et Jean-Baptiste l'éveillé est dans l'obscurité. Il est en train de parler avec la personne qui l'a attiré dehors. Mais qui est-ce? Le sergent Lecoq s'approche en boitant, le dos voûté, une épaule plus basse que l'autre. Quand il arrive à leur hauteur, il tend la main. « La charité, mes bons seigneurs !» La personne qui parlait avec l'éveillé répond d'une voix sèche. « Va-t'en !» Le policier a du mal à garder la pose tant sa surprise est grande. L'éveillé est en compagnie d'une vieille femme. Autant qu'il a pu voir, elle est habillée tout en noir avec recherche. On n'est pas plus élégant à Versailles. L'affaire des 30 disparus, s'il s'agit bien de cela, est en train de prendre des allures extraordinairement mystérieuses. La vieille et l'éveillé se mettent en marche. Après un trajet assez court, ils entrent sous un porche de la rue Courtalon, non loin de la rue Saint-Denis. Lecoq ne peut pour l'instant en savoir plus. Il doit se contenter de rester à distance avec ses hommes. Pourtant, s'il avait pu entendre le dialogue qui vient de s'échanger, sa surprise serait encore plus grande. « Je viens vous voir de la part de ma maîtresse, la comtesse Djadiroska. Ma maîtresse est une comtesse polonaise, la malheureuse. Elle est jeune et belle, mais elle est victime d'un mal étrange. » « Un mal étrange ? » ?»« Oui, une fièvre maligne s'empare d'elle certains soirs, une fièvre que seule peut apaiser un jeune amoureux. » La vieille femme frappe à une porte basse. Elle s'ouvre et Jean-Baptiste reste interdit. Une ombre vient vers lui. C'est une femme d'une beauté à couper le souffle. Grande, blonde, admirablement faite. Elle est vêtue, si l'on peut dire, d'un déshabillé sur lequel elle a jeté une cape. Elle le détaille longuement avec un sourire, lui tend la main et prononce avec un air envoûtant. « Viens. » Jean-Baptiste l'éveillé s'était toujours demandé à quoi ressemblait le paradis. Eh bien maintenant il sait. Cela doit être très proche de ce qui est en train de se lui arriver cette nuit. Après les gigots et les pichets de vin, c'est à une autre sorte de festin qu'il est à présent convié. Dans son esprit chaviré, il assimile le sergent Lecoq à Dieu le Père. La porte s'est refermée. La comtesse Jabiroska le conduit dans une grande pièce mal éclairée. Pour tout mobilier, un lit. Elle lui fit signe de s'asseoir. « Attends-moi un instant. » Et elle disparaît dans un bruissement de soie par une porte au fond. Brusquement, Jean-Baptiste quitte son nuage. Il ne s'appelle pas l'éveillé pour rien.
Il ressent une désagréable sensation. Il est peut-être en train de lui arriver ce qui est arrivé aux 30 autres. Il ne voit pas pourquoi ni comment la comtesse Jabiroska ferait disparaître ses amants, mais il vaut mieux être prudent. Jean-Baptiste se lève. Il a retrouvé ses instincts de chien de chasse, son flair. Et justement, il sent une petite odeur suspecte. Elle vient de ce mur couvert d'une tapisserie représentant une scène mythologique. D'un geste, il la soulève. Il y a une niche derrière. Jean-Baptiste manque de se trouver mal. Sur les rayons, alignés, une trentaine de têtes embaumées. Des jeunes, des bruns, des blonds. Leur seul point commun est qu'ils ont dû être très beaux quand ils étaient en vie. Jean-Baptiste l'éveillé se précipite sur la porte par laquelle il est entré. Elle est fermée à clé. La vieille, sans doute. Il se met à crier au secours, et c'est à ce moment que l'autre porte s'ouvre. 4 colosses barbus entrent dans la pièce, armés chacun d'un couteau de boucher. La comtesse Jabiroska, ou celle qui se prétend elle, les suit avec un sourire cruel. Le jeune homme redouble ses cris. Non, ce n'est pas le paradis, c'était l'enfer. L'enfer où il va tout droit, car avec tout ce qu'il a accumulé au cours de sa brève existence, il ne se fait pas d'illusions. Il y a un vacarme épouvantable. Des coups sourds remplissent la pièce. Les 4 assassins s'immobilisent. La comtesse pousse un cri. « La police! C'est un piège !» Ils s'enfuient tous les 5 à toutes jambes, mais le gendarme Lecoq et ses hommes étaient déjà là. La comtesse Jabiroska est interrogée le lendemain, dans la prison du Châtelet. Et c'est par le lieutenant général de l'Araignée en personne. Elle a été conduite dans la salle des tortures. Elle est assise sur un tabouret. À côté d'elle se tient le bourreau, les bras croisés sur la poitrine. La jeune femme est toute pâle. Les méthodes de l'araignée pour faire parler les coupables et même les innocents sont bien connues dans le royaume. Je vais tout vous dire. Et la confession qu'elle fait est plus extraordinaire encore s'il est possible que ses crimes. Ces têtes, on me les avait demandées. Un Allemand, un savant dont je ne connais pas le nom. Il en avait besoin pour faire des expériences sur le cerveau. Mais il voulait uniquement des cerveaux de jeunes gens en bonne santé. Il me les payait d'avance 10 louis chacun. Le lieutenant général Gabriel Nicolas de l'Araignée, qui a instruit entre autres la fameuse affaire des poisons, a déjà entendu pas mal de choses ahurissantes dans sa vie, mais celle-là dépasse tout. Ainsi donc, vous faisiez commerce de têtes humaines? Oui. Et les corps, qu'en avez-vous fait? Je les ai vendus aussi à des étudiants en médecine. Inutile de dire que l'affaire fait sensation à Versailles. Les crimes de cette créature démoniaque et superbe sont l'objet de toutes les conversations et excitent au plus haut point la curiosité. C'est d'ailleurs ce qui a sauvé la vie de celle qui se faisait appeler comtesse Jabiroska. Quelques jours plus tard, un mystérieux et certainement haut personnage masqué est venu à la prison du Châtelet. Il a demandé à rencontrer seul à seul le lieutenant général, et ce dernier lui a remis sans difficulté la prisonnière. On a revu la belle comtesse le soir même dans une soirée un peu particulière que donnait le monsieur, frère du roi, pour quelques intimes, dans un pavillon de chasse. Au petit matin, la comtesse Jabiroska s'est retrouvée seule dans sa chambre au rez-de-chaussée avec la fenêtre ouverte. Elle n'a eu qu'à l'enjamber pour s'enfuir. On ne l'a jamais revue. Le secret de la rue Courtalon nous est connu par les mémoires du sergent Lecoq. Le plus étonnant est que la rue existe toujours, une rue minuscule dans le quartier du Châtelet. Mais combien de Parisiens songent à ce qui s'y est passé il y a 3 siècles, lorsqu'ils la traversent en se pressant pour attraper le RER?